Bien, bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être la moins redondante possible parce qu'il y a beaucoup de choses que je devais dire et qui ont déjà été dites. En même temps, ça va peut-être permettre de gagner un petit peu de temps sur le timing. Donc, les organisateurs m'ont demandé de vous parler des effets de la RTMS sur la récupération motrice après un AVC. Ceux qui me connaissent savent que c'est tout à fait mon domaine d'expertise, donc il a fallu que je fasse un... Pas du tout en fait, hein. Et donc j'ai fait une revue de la littérature pour essayer de déterminer si à ce jour on a des données objectivées qui nous permettent de penser qu'en effet la RTMS permet d'améliorer, de renforcer la récupération fonctionnelle. Alors, rapidement, parce que vous l'avez déjà entendu maintes fois, donc la RTMS permet donc, suivant le type de, la fréquence utilisée, d'induire une plasticité inhibitrice ou excitatrice. Et là aussi, ma deuxième diapo, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, à savoir que l'hypothèse de travail d'utiliser la RTMS chez les patients présentant donc un AVC reposait sur le fait qu'après un AVC, il y avait un déséquilibre, un déséquilibre entre les interactions entre les deux hémisphères. Et alors, ce que j'ajouterais par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que l'idée d'utiliser, la diminution de l'activité cérébrale du côté lésé était donc due de fait à la lésion, mais qui pouvait être aussi une réaction donc, de l'hémisphère sain, avec donc un renforcement de l'inhibition interhémisphérique du côté sain vers le côté lésionnel. Et en fait, l'idée d'utiliser la plasticité, c'était non seulement de rééquilibrer cette balance entre les deux hémisphères, mais également l'idée que finalement cette augmentation de l'inhibition interhémisphérique du côté lésé pouvait en même temps limiter la plasticité du côté ipsilésionnel et donc en fait être une limitation à la récupération fonctionnelle. Alors, donc les protocoles qui ont été utilisés, donc, comme vous pouvez vous y attendre, hein, c'est une RTMS à basse fréquence, donc qui est plutôt inhibitrice, appliquée sur le cortex sain, dans l'idée de diminuer l'inhibition interhémisphérique dirigée vers le côté lésionnel. Et à l'inverse, appliquer une RTMS haute fréquence plutôt excitatrice afin de renforcer l'activité du côté lésionnel, mais également essayer de retrouver une inhibition interhémisphérique du lésionnel vers le sein. Alors, donc il y a le mois dernier, hein, je pense que comme pour beaucoup, je ne m'y suis pas forcément pris tout de suite. J'ai vu qu'en utilisant les mots clés RTMS, stroke, motor, j'avais déjà 197 références. Et là, j'avoue que j'ai eu une pensée vers les organisateurs en me disant je pensais qu'on était amis. Et maintenant, j'ai un petit peu des doutes. Et cette semaine, j'ai refait une autre interrogation PubMed. Et en un mois, il y a déjà eu encore 6 références supplémentaires. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je ne pense pas que je vais être très exhaustive. Donc, je vais essayer de vous faire un digest de ce que j'ai pu voir. Mais alors, ce que j'ai pu voir, c'était... finalement, quand même, la tâche a été facile parce que j'ai trouvé deux références dont vous avez certainement entendu parler, qui est donc une revue Cochrane qui a été publiée en 2013 et une méta-analyse publiée en 2012. Donc, je vais d'abord vous parler de la revue Cochrane, qui a été menée par une équipe à l'université de Sichuan en Chine. Et... qui en fait a travaillé sur l'hypothèse que donc, la RTMS, qu'elle soit à basse fréquence sur l'hémisphère sain ou à haute fréquence sur l'hémisphère lésé, en focalisant sur l'aire motrice primaire, pourrait donc favoriser la récupération fonctionnelle. Et donc les objectifs qui se sont fixés étaient de voir, de tester l'efficacité, d'avoir des comptes rendus sur l'efficacité de la RTMS et également d'évaluer les risques. Les outils, donc là, ils ont été un peu plus loin que moi, bien évidemment, puisque donc, ils ont interrogé les bases de données internationales, nationales. Ils ont également recensé les essais en cours. Alors, sans monter jusqu'à 1981, là, ça m'a un petit peu étonnée, mais bon, voilà, c'est un état de fait.
Et les critères qui se sont posés pour sélectionner les études étaient donc de se focaliser sur des essais randomisés contrôlés, au cours desquels ont été testés les effets de la RTMS, de la CHA, mais pas de TMS du tout, sur des activités de la vie courante. Et ils ont regardé ils ont pris tout paramètre, tout venant, RTMS du côté sain, du côté lésionnel, quelle que soit la fréquence, tout âge, l'origine de la lésion et quel que soit le délai après l'AVC. Alors, donc ils ont pu recenser 2431 titres, donc pour dire qu'il y a quand même, c'est quand même une thématique qui a animé quand même pas mal de monde. Ils ont retenu 60 études et 19 essais, soit un total de 588 patients âgés entre 50 et 75 ans, majoritairement des hommes. Et en ce qui concerne le délai de l'inclusion par rapport à l'AVC, c'était entre 4 heures à 6 ans après l'AVC. Alors pour tester l'efficacité de la RTMS, ils se sont basés sur les valeurs moyennes et les écart-types publiés. Alors il y avait tout un tas d'échelles, mais en fait celles qu'ils ont retenues, donc c'était l'indice de Bartel qu'ils ont vu donc modifié, mais de façon non significative. Également le Jameson-Taylor qui était également modifié, mais pas non plus de façon significative. Et comme vous pouvez le voir, ils ont trouvé un indice d'hétérogénéité I carré proche de, plus de 90%, c'est en moyenne 90%, qui est hautement significatif. Ils n'ont pas trouvé de différence entre basse et haute fréquence, ils n'ont pas trouvé de différence entre les patients qui ont été inclus précocement après l'AVC, c'est-à-dire au cours du premier mois, ou de façon plus tardive, donc à plus d'un mois après l'AVC. Ils n'ont pas non plus recensé de données sur la mortalité ni le degré de handicap. Et concernant les risques, ils ont trouvé qu'il y avait peu de risques. En fait, quelques maux de tête ont été recensés, un inconfort local. Et donc là, on aurait pu se dire, bon, j'arrête mon boulot, voilà, ça ne marche pas. Mais néanmoins, on peut quand même critiquer cette revue. En effet, même s'il n'y a pas d'effet significatif de la RTMS sur la récupération des fonctions motrices, quand même, le truc sympa, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, donc ça, c'est déjà bien. Mais quand même, une grosse critique de cette revue Cochrane, c'est que c'est le fort facteur d'hétérogénéité. Donc, en fait, une très, très grande hétérogénéité entre les études qui ont été incluses dans cette revue Cochrane, probablement liée au fait que les critères d'inclusion étaient beaucoup trop larges. Et leur conclusion était que peut-être en focalisant un peu plus, en ayant des critères de sélection beaucoup plus focaux, on pourrait peut-être avoir une idée ou faire sortir un effet significatif de la RTMS sur les fonctions motrices. Et ça a été le cas notamment dans la méta-analyse qui a été publiée en 2012 dans la revue Stroke, donc une méta-analyse qui a été réalisée par un groupe de l'université de Taipei. Et donc eux, en fait, leur hypothèse de travail était la même, à savoir que la RTMS basse fréquence ou haute fréquence pourrait favoriser la récupération motrice fonctionnelle. Mais eux, ils se sont fixé des objectifs beaucoup plus spécifiques, à savoir qu'ils ont regardé l'efficacité de la RTMS sur les fonctions motrices du membre supérieur uniquement. Et ils ont comparé, ils n'ont pas couplé les deux, mais ils ont comparé les effets de la RTMS basse fréquence et haute fréquence, et ils ont également regardé les effets secondaires. Donc ils se sont basés sur des bases de données internationales remontant à 90, qui paraissent un peu plus logique, et avec des critères de sélection qui visaient donc toujours des essais randomisés contrôlés, incluant au moins 5 patients. Et donc ils se sont intéressés, il fallait que ces études se focalisent sur la RTMS et les fonctions motrices du membre supérieur avec des échelles d'évaluation fonctionnelle pour la main. Et donc, ils ont recensé 706 titres et après sélection sur les titres et résumés et les critères de sélection qui s'étaient fixés, ils ont retenu 18 études, soit un total de 392 patients. Et donc, en ce qui concerne l'efficacité, quand ils se sont intéressés à l'échelle fonctionnelle, aux modifications des scores sur les échelles fonctionnelles, ils se sont aperçus qu'il y avait donc une augmentation, je sais pas si ça marche, une augmentation significative, une amélioration significative, une modification significative des indices, des scores sur les échelles fonctionnelles, suggérant une amélioration des fonctions de la main par éthique,
après RTMS. Par contre, ils ont vu que ce n'était pas associé à une modification du seuil moteur du potentiel évoqué moteur induit dans la main parétique. Alors, ensuite, quand ils se sont intéressés donc, à la différence entre la basse fréquence sur l'hémisphère sain et la haute fréquence sur l'hémisphère lésé, alors, vous voyez qu'ils n'ont pas trouvé de différence significative sur les modifications concernant les échelles fonctionnelles. Néanmoins, ils ont vu qu'il y avait quand même une amélioration qui était un peu plus importante lorsque la RTMS était appliquée du côté sain et à basse fréquence. Quand on regarde les effets donc, suivant le délai d'inclusion après l'AVC, donc, ils ont comparé 3 groupes de patients, des patients qui ont été traités au cours des 2 premières semaines après l'AVC, ou bien entre 2 semaines et 6 mois après l'AVC et au-delà de 6 mois. Donc là encore, on voit qu'il n'y a pas de différence significative dans les résultats observés. Néanmoins, on voit quand même que lorsque les patients ont été traités de façon plus précoce, la récupération était, enfin, l'effet était un peu majoré par rapport à une inclusion plus à distance de l'AVC. Enfin, en ce qui concerne les sites, ils se sont intéressés également s'il y avait un effet site. Donc, alors en fait, ils ont regroupé les patients pour lesquels il était clairement stipulé dans les études que la lésion était sous-corticale versus des patients où la lésion était un peu plus diffuse probablement, et enfin, du moins qu'elle n'était pas spécifiée, et ils se sont aperçus, même si la différence entre les deux groupes n'est pas significative, ils voient quand même que l'effet de la RTMS sur la récupération fonctionnelle est majoré néanmoins dans le groupe présentant une lésion sous-corticale. Alors, comme vous pouvez le voir, l'indice d'hétérogénéité, quels que soient les paramètres étudiés, était égal à 0, donc qui suggère qu'il y a une bonne homogénéité entre les études, bonne reproductibilité des résultats. Eux aussi, ils n'ont pas trouvé d'effet secondaire majeur à part des maux de tête chez 2 patients, patients qui se retrouvent un petit peu inquiétés, enfin un peu anxieux après la RTMS ou au cours de la RTMS, et un patient qui était fatigué donc après la session. Et donc en conclusion, eux, ils ont dit que, enfin, ils ont trouvé que la RTMS avait plutôt un effet positif sur un effet positif et significatif sur la récupération motrice du membre supérieur, que l'effet était plus marqué, même si c'est pas significatif, quand la RTMS à basse fréquence, quand on appliquait une RTMS à basse fréquence sur l'hémisphère sain, et lorsque la lésion était sous-corticale, et peu d'effets secondaires. Alors ils ont émis quand même des critiques sur leur méta-analyse, à savoir que c'est les critiques qu'on peut apporter, critiques classiques sur les échelles fonctionnelles qui sont des échelles qualitatives, et donc certaines variabilités en ce qui concerne les évaluations. Le design expérimental, ils se sont focalisés sur des essais randomisés contrôlés. Ils auraient pu éventuellement élargir leurs critères d'inclusion. Les critères d'inclusion des patients, peut-être des patients qui ont avec des lésions plus, enfin, essayer de sélectionner un peu plus les patients de manière à avoir des groupes plus homogènes. Et également les protocoles de RTMS, c'est une grosse critique, à savoir que en termes de... alors, c'est principalement des RTMS à 1 Hz et un 5 Hz qui ont été utilisés, mais en termes d'intensité, de durée... de la RTMS, en fait, essayer de trouver d'homogénéiser les protocoles pour essayer d'avoir une idée, peut-être d'optimiser les effets de la RTMS. Alors, les questions qui se sont soulevées, c'était, voilà, ils ont observé qu'il y avait une modification significative des scores sur les échelles fonctionnelles, suggérant donc une amélioration de la fonction motrice de la main parétique. Mais néanmoins, dans cette étude, ils n'ont pas trouvé de lien avec une modification de l'activité neurale. Et en effet, la seule chose qu'ils ont pu recenser, c'est qu'il y avait une absence de modification du seuil moteur au repos du PEM, qui suggère qu'il n'y a pas de modification en fait, de l'excitabilité intrinsèque du cortex cérébral. D'autre part, ils se sont posé la question de savoir quel était en fait l'effet antidépresseur de la RTMS sur la récupération.
Donc, savoir finalement si cette action antidépresseur pourrait éventuellement favoriser la récupération fonctionnelle sans avoir vraiment d'effet direct sur la récupération en elle-même. Et dernière chose qu'ils ont, alors j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais c'est justement ce que je vous propose d'aborder maintenant. Ils avaient recensé quelques études montrant que finalement la theta burst, les effets de la theta burst seraient plus marqués. Et donc c'est ce que je vous propose d'aborder maintenant. Alors là encore, je vais aller très rapidement. Vous avez vu qu'il y a deux grands types de theta burst qui sont utilisés couramment, à savoir la continuous theta burst qui est donc plutôt inhibitrice et la theta burst intermittente qui est plutôt donc excitatrice. Et donc l'hypothèse de travail est la même, à savoir d'appliquer une CTBS inhibitrice sur l'hémisphère sain et une ITBS excitatrice sur l'hémisphère lésé, de manière à toujours essayer de retrouver un équilibre dans les activités cérébrales, enfin la relation interhémisphérique. Et donc, je me suis penchée sur deux études, donc dont la première qui a été menée par le groupe de John Roswell, qui avait une visée plutôt exploratoire. En effet, quand les protocoles de CTBS, de theta burst ont été développés, l'idée était de savoir si ces protocoles de RTMS particuliers à très haute fréquence pouvaient être applicables aux patients présentant un AVC. Comme on vous l'a dit ce matin, ce sont des pratiques qui peuvent induire des crises d'épilepsie, donc des patients qui sont fortement susceptibles très sensibles. Et donc, c'était grosso modo une étude de faisabilité et puis de voir en fait l'effet. Alors, c'est pour ça qu'ils ont travaillé sur un tout petit groupe de patients. Ils n'avaient que 6 patients, mais par contre des patients que je dirais qui ont été triés sur le volet, puisque en fait ils ont vraiment des critères d'inclusion très très sélectifs, à savoir qu'ils ont inclus seulement des patients qui présentaient uniquement un infarctus de l'artère cérébrale moyenne, sans aucun antécédent, notamment aucun antécédent d'accident ischémique transitoire. Ces patients étaient inclus au moins 1 an après l'AVC. Ils ne devaient pas présenter de paralysie complète de la main, ni de déficit sensitif, ne devaient pas être aphasiques, ni héminégligents. Et ils se sont aussi assurés que la lésion n'affectait pas l'ensemble du territoire de l'artère cérébrale moyenne. Et en fait, donc, ces patients présentaient une récupération partielle de la main, avec néanmoins toujours une faible force, une diminution de la force de préhension et une diminution de leur dextérité. Alors, le protocole qu'ils ont appliqué donc, consistait à tester les effets d'une ITBS sur l'hémisphère lésé ou d'une CTBS sur l'hémisphère sain. Et en fait, ils ont fait des mesures à la fois comportementales et également électrophysiologiques. Alors, les tests comportementaux consistaient en fait à évaluer le temps de réaction simple, qui est en fait ce qu'ils appellent le SRT, que vous voyez ici. Donc, le temps de réaction simple consistait à mesurer le temps mis par le patient après un signal go pour aller saisir un objet uniquement avec la main parétique. Et la deuxième tâche comportementale, c'est également une mesure du temps de réaction après ce signal go, mais cette fois avec un choix de la main utilisé pour saisir l'objet, ce qu'ils ont appelé ici CRT. Donc un temps de réaction simple ou un temps de réaction avec choix. Et en ce qui concerne les mesures électrophysiologiques, donc ils ont testé l'excitabilité corticospinale en s'intéressant notamment au seuil des PEM évoqué alors que les sujets étaient au repos ou lors d'une contraction tonique. Ils ont regardé également la taille des PEM au repos, évoqué à une intensité équivalente à 120% le seuil du PEM au repos. Utiliser cette même intensité, mais cette fois sous contraction, et regarder la taille du PEM alors que les sujets réalisaient une contraction à 15% de leur force motrice maximale. Ils ont regardé également les modifications complètes de la courbe de recrutement des PEM en se focalisant donc sur le muscle premier interosseux dorsal. Et donc voici les résultats. Les colonnes en noir représentent donc les effets de la ITBS
Donc, je vous rappelle, ITBS excitatrice sur l'hémisphère lésé. La TBS, j'ai perdu ma souris, elle est là. La CTBS, donc inhibitrice sur l'hémisphère sain, et en blanc, la CHAM. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que le temps de réaction simple, c'est-à-dire le temps pris par le patient pour aller saisir l'objet situé face à lui avec la main parétique. Donc ce temps de réaction a été significativement augmenté après une ITBS, donc une ITBS excitatrice sur l'hémisphère lésé. Et vous voyez que l'effet dure jusqu'à 30 minutes après l'application de la RTMS. Cette diminution significative du temps de réaction s'accompagne d'une augmentation significative de la taille du PEM, qu'il ait été enregistré au repos ou sous contraction. Et vous voyez que quelle que soit l'intensité utilisée, on voit que le PM était toujours augmenté. Donc en fait, une augmentation, vous voyez ce qui traduit ici par l'augmentation de la courbe de recrutement, donc une augmentation significative de la taille du PEM après ITBS, avec néanmoins toujours, on retrouve qu'il n'y ait pas de modification du seuil au repos. Mais néanmoins, dès lors que la voie est activée, on voit que le PEM résultant est beaucoup plus grand en post-traitement qu'après traitement. Alors, ces modifications relatives au temps de réaction simple et du PEM dans le FDI ne s'accompagnent pas de modification du CRT, c'est-à-dire quand le patient avait le choix d'utiliser la main parétique ou la main non parétique. Il n'y avait pas de modification du temps de réaction. Il n'y avait pas de modification non plus de la force de préhension, que ce soit du côté sain ou du côté lésé. Donc pas de modification, je viens de le dire, du seuil au repos et également du seuil actif. Et en ce qui concerne la CTBS, donc comme vous pouvez le voir, les colonnes grises, elles ne sont pas du tout significativement différentes des colonnes blanches. Donc en fait, il n'y avait pas d'effet de la CTBS sur la tâche motrice et ni même sur les marqueurs électrophysiologiques. Néanmoins, ils ont observé qu'il y avait une diminution du PEM du côté sain. Donc ça suggère que la CTBS, elle était bien efficace sur l'hémisphère sain et diminuer l'excitabilité corticospinale du côté sain. Mais par contre, elle n'avait pas d'effet sur l'hémisphère lésé du côté parétique. Alors la seconde étude utilisant la TBS que je vais vous présenter donc avait pour objet de regarder les effets de la TBS couplés à un entraînement moteur. Donc cette étude a été réalisée par l'équipe de Steiner et Biblo de Nouvelle-Zélande. Alors, eux aussi, donc, ils ont réalisé cette étude sur... En fait, ils avaient au départ inclus 15 patients, mais ils ont pu traiter que 10 patients pour diverses raisons. Et en fait, ils ont inclus des patients qui présentaient uniquement des lésions sous-corticales et qui étaient au moins à 6 mois de l'AVC. Alors, donc, le protocole consistait à... Alors, le traitement, en ce qui concerne le traitement, c'était donc d'appliquer une ITBS, donc, je vous rappelle, excitatrice, du côté lésé, ou une CTBS, donc inhibitrice du côté sain, ou encore une CHAM. Et en fait, ils ont fait trois séances, en fait, espacées d'une semaine. C'est-à-dire qu'ils ont couplé la ITBS à l'entraînement, puis ils ont fait leurs mesures. Une semaine. La semaine suivante, ils ont fait la CTBS, et la semaine d'après, la CHAM, mais tout ça randomisé. Et donc, chacune de ces stimulations, ou du moins la CHAM, était couplée à un entraînement qui est représenté ici par TRAIN, ici, ici, ici et ici. Donc, en fait, l'entraînement consistait à réaliser des tâches de préhension fine pendant 4 minutes. Et en fait, comme vous pouvez le voir, ils ont réalisé 4 blocs d'entraînement toutes les 15 minutes après application donc, de la TBS ou de la CHAM, donc toutes les 15 minutes ici. Et donc, leurs critères de jugement, donc, ils se sont intéressés aux modifications d'échelle fonctionnelle, plus précisément la RAT. Ils ont regardé donc, les modifications d'amplitude du potentiel évoqué moteur évoqué à une intensité égale à I50. Bon, pour rappel, l'I50, c'est l'intensité à laquelle
on évoque un PEM d'une taille équivalente à la moitié de la taille du PEM max. Donc, ils ont regardé l'I50 pré-traitement, ils ont maintenu cette intensité post-traitement en se focalisant donc sur le FDI. Et ils ont également réalisé, mesuré la force de préhension. En fait, ils avaient un test comportemental qui consistait à demander au sujet, au patient, de saisir un petit objet qui était muni de capteurs de force, de le saisir et de le soulever pendant quelques secondes contre la pesanteur. Un grip lift kinématique. En anglais, c'est très clair. En français, c'est un petit peu long à expliquer. Et donc, cette tâche comportementale qu'ils ont appelée grip, vous voyez qu'ils ont fait différentes mesures en pré-traitement et en post-traitement. Tout comme les mesures d'électrophysiologie et tout ça et la mesure, la cotation fonctionnelle, sur l'échelle fonctionnelle. Donc voici les résultats. Alors, en ce qui concerne la force de préhension, alors, c'est la même légende. Hein. La ITBS excitatrice, elle est représentée en noir. La CTBS inhibitrice en gris et la CHAM en blanc. Et vous voyez que, en ce qui concerne la force de préhension, il n'y a pas d'effet significatif, pas de modification de la force de préhension au moment où les patients saisissent l'objet, que ce soit du côté parétique et du côté non parétique. Par contre, ils ont vu qu'il y avait une diminution du temps pris entre... ils ont évalué le temps entre le moment où le patient saisit l'objet et le soulève. Et en fait, ce délai entre la préhension et le... Je ne sais pas comment on dit, le lever, soulèvement, mais je trouvais que ça faisait un peu manifestation. Donc ce délai, vous voyez qu'il était significativement raccourci du côté parétique donc chez les patients, et ce, quel que soit le protocole de RTMS utilisé, à savoir que ce soit une ITBS ou une CTBS, on voit que les deux traitements ont diminué ce délai. Pas d'effet sur le côté non parétique. Et donc, ces modifications comportementales, là encore, on trouve qu'elles sont associées à une modification de l'activité, de l'excitabilité corticospinale, avec, comme vous pouvez le voir, donc ça, ce sont les PEM qui ont été évoqués du côté parétique. En noir, après ITBS, donc on retrouve une augmentation du PEM après ITBS. Et là, on voit que la CTBS, elle diminue le PEM du côté parétique. Enfin, le dernier résultat qu'ils ont observé, c'est qu'ils ont trouvé qu'il y avait une corrélation significative entre les modifications d'amplitude du PEM et les modifications du score ARAT. Donc, en fait, une bonne corrélation entre la fonction et... la modification sur le plan comportemental et les marqueurs électrophysiologiques. Donc en conclusion sur ces deux études relatives à l'utilisation de la TBS chez les patients post-AVC, donc quand la ITBS, donc je vous rappelle, qui est excitatrice, est appliquée du côté lésé, donc ils ont pu observer une amélioration significative des capacités motrices de la main parétique, sans néanmoins modification de la force. D'autre part, ils ont trouvé que cette amélioration fonctionnelle s'accompagnait d'une augmentation de la taille des PEM, qui suggère une augmentation de l'excitabilité corticospinale, mais qui n'a pas de modification. Là encore, on ne retrouve pas de modification des seuils du PEM, donc vraisemblablement pas de modification de l'excitabilité intrinsèque du cortex. Donc ça, les deux études ont montré la même chose concernant la ITBS. Par contre, la CTBS, qui, je vous rappelle, donc, est inhibitrice appliquée du côté sain, donc elles ont observé qu'il n'y avait pas, quand elle est appliquée seule, c'est l'étude de Roswell, il n'y avait pas du tout d'effet, que ce soit sur le plan fonctionnel ou sur le plan électrophysiologique. Par contre, quand elle était associée à un entraînement moteur, on a observé qu'elle améliorait donc, les capacités motrices de façon identique à ce qui était observé avec la ITBS. Et par contre, on a observé une diminution de la taille des PEM du côté parétique.
Alors, donc en fait, cette dernière donnée suggère que, apparemment, quand on couple la TBS, la RTMS à l'entraînement, on a une majoration finalement vraisemblablement des effets. Et en effet, c'est le thème d'une revue récente publiée cette année qui montre que même si la RTMS a une efficacité qui est controversée, il y a quand même un nombre croissant d'études qui suggèrent que cette plasticité induite aurait un intérêt pour la récupération fonctionnelle et notamment qu'elle renforcerait en fait les résultats, l'effet de la rééducation fonctionnelle. Et d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de bien la lire, mais en fait, il y a cette étude qui vient de paraître qui justement, ils ont comparé un groupe de patients, enfin 2 groupes de patients, les 2 groupes étaient rééduqués de façon conventionnelle et l'un des groupes recevait en plus un traitement RTMS et ils ont montré que la récupération dans le groupe RTMS était meilleure que dans le groupe n'ayant pas pas subi mais bénéficié du traitement RTMS. La dernière chose que je voulais aborder, c'était l'apport de l'imagerie cérébrale. En effet, il s'avère que l'imagerie médicale pourrait éventuellement aider à optimiser les effets de la RTMS, d'une part pour cartographier en fait les activités cérébrales de manière en fait à bien focaliser la RTMS sur les zones activables. Il y a notamment un papier de l'équipe toulousaine qui montre justement l'efficacité de la navigation de la neuronavigation pour optimiser les effets de la RTMS. Et l'autre apport de la RTMS, c'est que en fait, elle permet l'imagerie, grâce à l'imagerie cérébrale, elle a pu être montrée, confirmée que la RTMS modifie la connectivité cérébrale et plus particulièrement cortico-corticale. Et notamment, donc, comme on pouvait s'y attendre, puisque c'était l'hypothèse de travail, une modification des interactions entre les 2 hémisphères, l'hémisphère sain et l'hémisphère lésé. Et d'autre part, il a pu être observé qu'il y avait également une modification de l'activité, de la connectivité entre l'aire motrice supplémentaire et l'aire motrice primaire après un traitement RTMS. Et donc, je me suis demandé si finalement, parce que là, tout ce que je vous ai raconté, la RTMS était ciblée sur le cortex moteur primaire, mais peut-être que sur des aires prémotrices, cibler des aires prémotrices pourrait également avoir un effet sur la récupération fonctionnelle. Alors, en ce qui concerne l'aire motrice supplémentaire, je n'ai pas trouvé d'études relatant donc, des effets de la RTMS et la récupération fonctionnelle. Par contre, j'ai trouvé une étude récente où là, la RTMS était, donc plus particulièrement une RTMS à basse fréquence, était ciblée sur le cortex prémoteur dorsal du côté sain. Et ils ont observé qu'il y avait une amélioration fonctionnelle en se basant sur des échelles motrices permettant de coter les capacités, la motricité du membre supérieur. Ils ont également observé que l'amélioration fonctionnelle était couplée à une amélioration des marqueurs électrophysiologiques. Mais néanmoins, les effets résultant de la stimulation du cortex prémoteur dorsal étaient quand même moindres par rapport à ce qu'ils ont observé quand ils stimulaient l'aire motrice primaire. Enfin, dernière chose, donc on l'a déjà aussi abordé aujourd'hui, c'est qu'il y a des patients, on le sait aussi pour des sujets sains, mais il y a des patients qui peuvent être répondeurs et non répondeurs. Et une étude très récente qui s'est intéressée à différents paramètres pouvant expliquer pourquoi il y a des patients qui répondent à la RTMS et d'autres pas. Et en fait, le seul critère parmi lesquels ils ont testé qui
sort un effet significatif, c'est que en fait, les patients qui répondent au traitement RTMS présentaient enfin, la partie postérieure de la capsule interne du côté lésionnel était préservée. Donc il semble que ça soit une zone qui est majeure et essentielle pour avoir un effet efficace de la RTMS. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Donc en fait, ce que j'en conclus, c'est qu'il y a un effet potentiellement bénéfique de la RTMS, et ça, tout ce que j'ai lu, ils sont d'accord pour dire que ça nécessite néanmoins encore des études, d'inclure plus de patients. Peut-être ce qu'on peut retenir, c'est que en ciblant les patients, enfin en sélectionnant bien les patients sur la base du site de la lésion, de l'activité cérébrale, etc., peut-être qu'on pourra optimiser ces traitements RTMS en focalisant bien sur les cibles, les cibles potentielles et avoir des effets plus importants. Merci. Merci beaucoup Véronique pour cette présentation. Je tiens à te dire que nous t'apprécions beaucoup, contrairement à ce que tu peux penser. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Marc? Sur ce que vous avez montré dans la deuxième méta-analyse sur la RTMS, où ils disent qu'il y a peut-être un effet supérieur de la RTMS inhibitrice par rapport à la RTMS facilitatrice, voilà ça. Est-ce que ce n'est pas juste un effet de régression à la moyenne, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup plus d'études étudiant la RTMS inhibitrice que d'études étudiant la RTMS facilitatrice. Donc dans ces conditions, on est plus loin de la moyenne générale qu'on l'est dans les effets. Puis c'est statistiquement plus significatif parce qu'il y a plus d'études. Ce qui irait bien aussi avec les 2 semaines, parce qu'a priori, il y a quelques données pour penser que la balance interhémisphérique, c'est plutôt au début qu'il faut la stimuler qu'un peu plus tard, ce qui donc du coup donnerait ces 2 effets-là. Je pense que pour ce qui est de la fréquence, tu as raison, parce qu'on voit que c'est pas l'écart type, c'est l'indice de confiance à 95%, il est beaucoup plus large. Donc en effet, il faudrait peut-être confirmer ça. Hein. Après, pour ce qui est du délai, là, si on se base sur l'indice de confiance, il est quand même plus large entre 2 semaines et 6 mois. Donc là, je ne peux pas te répondre. Mais en même temps, il retrouve quand même la même chose que sur l'étude Cochrane. Hein. C'est qu'il n'y a pas vraiment de différence, quel que soit le délai. Dire sur cette remarque, du coup, à l'inverse, dans les Theta Burst, on a l'impression que c'est quand on excite le côté lésé que c'est mieux. Ouais, ça c'est ce qu'a montré Roswell. Donc mais en fait, c'est que 6 patients. Donc je pense que ça. Ah oui, c'est sur une étude unique. Voilà, c'est une étude. Néanmoins, l'étude néo-zélandaise retrouve la même chose. Hein, elle retrouve que quand même la ITBS a également un effet favorable sur la récupération. Et en fait, la seule différence, c'est qu'ils montrent qu'en plus, quand on rajoute de l'entraînement, il y a un effet de la CTBS. Et les patients qui ont une moins bonne, enfin, qui ont une plus petite amplitude du PEM après, cliniquement, il n'y a pas de dégradation? Ça, j'ai pas vu qu'il y avait de corrélation entre l'état des patients et non, ça, j'ai pas vu ça. La seule corrélation qu'ils ont faite, c'est regarder les modifications d'amplitude du PEM et les modifications du score sur la rate, mais pas. Moi j'ai une question, c'est comment tu expliques cette notion dans les 2 études de Talélic, la première étude de Talélic que tu présentes, où finalement, je sais pas si c'était celle d'avant, non. Voilà, en fait c'est le temps de réaction qui est amélioré, un temps de réaction simple. Donc on pourrait se dire finalement, vu que la force n'est pas modifiée, est-ce que c'est pas de la tension qu'on est en train de modifier et non pas de la motricité? Ouais, alors en fait, moi j'ai plus eu la réflexion inverse, c'est-à-dire que sur
En fait, je pense que la force, parce que tu vois, si du préload force, en fait, comme tu sais, la force, tu vas l'évaluer quand tu vois un objet, tu vas évaluer la force que tu vas devoir développer, utiliser, oui. voilà, que tu vas devoir utiliser. Et comme tu le sais, les patients ont une force qui est beaucoup plus... enfin, ils vont avoir une mauvaise estimation de cette force. Et en fait, moi, je me dis que ça, c'est peut-être pas forcément du domaine du moteur simple, mais c'est peut-être du domaine du cognitif, justement, dans la préparation motrice. Et que finalement, juste stimuler M1, finalement, ça a peut-être un sens de ne pas avoir de modification de la force. Après, sur l'exécution du mouvement, M1 étant la voie de sortie, tu peux... Tu vois, moi, j'avais plutôt le raisonnement inverse. Non, mais parce que si on fait le parallèle avec, je pense que Rose en parlera peut-être par la suite, de l'étude d'Hummel sur la TDCS et la fonction motrice chez les strokes, au même titre, la seule chose, enfin, l'un des paramètres qui se dégageait était également cette amélioration du temps de réaction. Donc on a vraiment que c'est une composante qui ressort, alors que la fonction n'est pas toujours d'une évidence. Non, la fonction n'est pas toujours une évidence, mais après, si tu veux, tu as quand même, sur les temps de réaction, moi je dirais que c'est presque en fait c'est pas une activité réflexe, mais presque, tu vois, tu réagis à un signal go, et peut-être que les boucles mises en jeu pour cette activité, elles sont moins complexes que, par exemple, pour une évaluation de la force, le pré-shaping, etc., où là, c'est déconné. Enfin, c'est des réseaux qui sont beaucoup plus complexes et qui interviennent dans la programmation et pas dans l'exécution, tu vois ce que je veux dire. Donc je me disais que la force, peut-être... En plus, c'est redondant, hein, parce qu'on voit que quand tu stimules les mains, que ce soit en RTMS ou en TBS, tu n'as pas d'effet sur la force. Donc je me dis que c'est peut-être pas forcément la cible pour permettre de retrouver pas une perception, mais une évaluation de la force correcte. Une petite question, s'il vous plaît, sur le plan pratique, parce qu'on est dans des méthodes expérimentales. Sur le plan pratique, est-ce qu'il y a des centres de rééducation qui mettent ces méthodes de travail en pratique? L'autre question, c'est que si je reviens sur les techniques de contrainte induite, est-ce que ça ne correspond pas indirectement à ces méthodes de travail, c'est-à-dire on met en veilleuse un petit peu l'hémisphère dominant pour stimuler l'hémisphère, je dirais, fragilisé, sur le plan pratique. Bon alors, déjà, première question, c'était sur les sondes. Alors, encore une fois, moi je suis pure neurophysiologiste, je n'ai pas pratiqué ces expériences chez les patients. Mais néanmoins, ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils utilisent les mêmes types de sondes que celles qu'on utilise en électrophysiologie, enfin en neurophysiologie. J'ai pas vu de sonde. Le plus souvent, la sonde qui est utilisée, c'est la sonde en 8, qui est très focale. Et à moins que... Mais si votre question est est-ce que ça a une place en routine clinique au jour d'aujourd'hui, la réponse est non. On est toujours dans le stade de la recherche quand les patients bénéficient de cette technologie, cette technique de modulation. On n'est pas passé au stade d'une prise en charge thérapeutique classique. D'accord ? Ah bon ? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question... La deuxième question, oui, elle était moins... Non, je pense qu'au même titre... sur votre question sur la contrainte induite, je pense que Véronique y a répondu juste avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout observé de dégradation lorsqu'on inhibait l'hémisphère contralatéral à lésion. Donc de fait, on n'est pas dans le cas d'une contrainte où on bloque le membre et on l'empêche de l'utiliser. Là, on ne crée pas de déficit, il n'y a pas de diminution de force du côté opposé et de préhension. Donc de fait, ce n'est pas du tout quelque chose de comparable en termes de stratégie thérapeutique. Même si après on peut se poser la question que le processus cortical mis en jeu pourrait s'avérer équivalent puisqu'on essaye de mettre au repos un hémisphère puisqu'on l'empêche d'être utilisé. Mais là, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Mais le cadre théorique reste le même, mais la pratique n'est pas la même. Oui, et puis c'est vrai qu'on pouvait... Moi, je me suis interrogée, tu sais, sur la CTBS inhibitrice, là où il montre qu'il y a une diminution du PM du côté parétique.
Alors, j'étais pas tout à fait d'accord avec leurs explications. Moi, je pense qu'au contraire, c'est intéressant de montrer qu'il y a une diminution quand tu fais de la CTBS inhibitrice du côté parétique, parce qu'en fait, on sait qu'il y a quand même l'utilisation des voies ipsilatérales, et donc finalement de montrer que tu diminues l'excitabilité du cortex sain et que ça a une répercussion, ça prouve que ces voies ipsilatérales, elles jouent un rôle. Tout à fait. Donc au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt un chouette résultat de voir une diminution, même si au départ ça peut paraître contradictoire, d'un point de vue, sur la base de la neurophysio, c'est même plutôt... Ça prouve que finalement la voie ipsilatérale... Elle existe et elle sert. Elle existe.